funérailles des tabous, la Renaissance par l'excellence. Sur votre commentaire concernant la soumission de la femme, il faut relativiser, comme on dit, derrière un chef d'État ou une autorité, il y a toujours une femme. Je pense que c'est une apparence, et beaucoup d'apparence, beaucoup d'illusions concernant cette histoire de soumission. Par exemple, dans le Maghreb, c'est souvent la femme qui décide. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien, que la bénédiction entre les mains de Jean-Jacques Dessalines ou que la malédiction sur le dos de Paul Pogba. Bienvenue dans votre émission Les Funérailles des Tabous, émission qui, comme vous le savez, s'est donnée pour mission, semaine après semaine, de répondre à l'injonction posée par France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais par l'excellence. Autrement dit, très loin de la victimisation passive et encore plus loin de l'émotivité autodestructrice. Je ne cesserai de le rappeler, on vous remercie le plus chaleureusement du monde, au nom de toute l'équipe, pour vos marques de considération, pour vos marques de soutien que vous manifestez en likant, en partageant, en commentant et évidemment en vous abonnant. Cela constitue pour nous le carburant, tant il est vrai que la route est encore longue, semée certes d'embûches, mais surtout semée de positivité. Donc vraiment, merci. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui structure l'humanité depuis que celle-ci existe, qui structure la société française, qui structure l'Afrique et qui parfois donne lieu à des tensions. Eh bien, nous allons essayer d'inverser cette tendance en trouvant une corrélation, en s'inscrivant dans une logique de convergence. Et pour cela, j'ai l'honneur d'être accompagné de l'homme qu'on ne présente plus, mais que j'apprécie toujours autant présenter, notre Cicéron, avec des rastas, l'homme au verbe tranchant, fluide, supersonique, Maître Mbeko, cher frère. Merci Herman, merci pour la présentation. J'espère qu'on va participer à un bon débat. Je l'espère aussi, en tout cas, on va tout faire pour. Et avant de vous présenter nos nobles invités, comme de coutume, je me dois d'installer le débat, de planter le décor. Comme vous le savez, lire des livres, c'est bien. Simplement, la connaissance ne se trouve pas uniquement dans les livres. Elle se trouve aussi dans la nature. L'observation de la nature nous ouvre les yeux sur la vérité. Et quand on observe le cycle des saisons, notamment en climat tempéré, on réalise que ce qui est peut ne plus être, et ce qui n'est plus peut redevenir. La question de l'identité est au centre de tout, est au centre de l'existence. Et cette question de l'identité, de ces mouvements, est installée dans la problématique des religions. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on a jugé nécessaire de la regarder en face. Est-ce que, en Afrique, la cohabitation, la convergence des religions peut accompagner cette renaissance que nous appelons de nos vœux? Ou alors, est-ce que cette cohabitation des religions n'est qu'un leurre? Elle n'est le reflet que de diverses aliénations et il faudrait par conséquent s'en détacher. Voilà la question du jour, et évidemment avec différentes composantes que nous allons aborder. Mais pour cela, nous allons accueillir le pasteur Marius. Bonjour. Je suis très heureux d'être dans cette émission. Surtout, le titre me plaît beaucoup. Le titre vous plaît? Oui. Merci. Pour voir les funérailles des tabous et dans la religion, il y en a, je pourrais dire, des dizaines, voire des centaines de tabous. Des centaines. Alors, on va essayer d'en aborder quelques-uns déjà, les plus centraux. Pour le reste, on laissera le public poursuivre. Le frère Améni, bonjour. Hotep, Kingan Amino. Et donc, merci pour cette invitation. Comme d'habitude, nous avons souhaité répondre présent parce qu'on considère que pour nous, dans notre combat qui est la renaissance kamite, c'est une question essentielle, une question primordiale que de pouvoir aborder justement cet aspect de la spiritualité, voilà, de laquelle découle énormément de choses, notamment pour notre construction future en tant que nation et peuple. Voilà. Merci à toi.
le rabbin Kitoko. Bonjour, cher frère. Bonjour Armand, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci pour cette invitation. Je suis encore heureux de revenir sur ce plateau ô combien nécessaire, efficace et familial. J'espère qu'on pourra relever le défi que tu nous as lancé. J'en doute pas. Et enfin, Monsieur Hassan, le président. Président de l'Association des conseils des musulmans de Montreuil. Ça est dernier. Voilà, donc je représente la mosquée rue des Sorins du Bas-Montreuil. Bon, je suis un invité un petit peu surprise parce que c'était pas prévu. Cela dit, je pense que le sujet est intéressant et il y a beaucoup de choses à dire. Bon, l'imam n'a pas pu venir, Monsieur Soumaré n'a pas pu se libérer. Et je suis là pour essayer de répondre à toutes les questions. Très bien, merci. Alors, messieurs, avant de rentrer dans la problématique des convergences ou des divergences, pour être sûr qu'on parte quand même sur une base commune, on va délimiter les périmètres de certaines notions de façon assez rapide, donc on ne va pas s'étendre éternellement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner votre définition de l'identité ? On peut commencer. Ah oui. D'accord. Je pense que l'identité, elle se définit par deux fondements, que sont l'héritage génétique, ancestral, et puis l'orientation spirituelle. C'est l'union, l'alliage des deux qui permet en fait de définir l'identité d'une personne, d'une société ou d'une civilisation. Très bien, merci. Est-ce que vous partagez tous cette définition ? Oui, je partage. Par rapport les chrétiens et les juifs, ils ont, disons, les Israélites, ils ont une identité spirituelle. Les juifs ou les israélites ? Les deux. Ah. Ils descendent tous de Jacob, Jacob. Mais tandis que chez nous, les chrétiens, on vient de différentes ethnies. Qui veut dire que l'identité spirituelle vient du Christ, mais en même temps, nous avons des divergences par rapport à notre identité, parce qu'on vient de peuples différents, européens et africains, et asiatiques, et c'est beaucoup plus compliqué dans le christianisme pour avoir quelque chose de commun, parce que nous avons une identité différente, à part le côté spirituel qui est en commun. D'accord, donc c'est l'identité essentiellement spirituelle. Spirituelle, voilà. Ok. Alors pour moi, se définit plutôt par trois choses, dont effectivement l'héritage génétique, mais il y a également donc l'héritage historique qui définit un peuple, mais il y a aussi un destin commun qui définit le peuple. Pour moi, l'aspect spirituel est tout autre, c'est un autre niveau. Voilà. En tout cas, si on parle de peuple, d'identité en tant que personne et en tant que peuple, ce sont essentiellement ces trois choses qui définissent pour moi l'identité. Très bien. Oui, effectivement, c'est une question philosophique, donc on pourrait en parler longuement. Pour moi, l'identité, c'est d'abord effectivement des origines, et ensuite, c'est aussi un vécu dans le temps et dans l'espace. Personnel ou collectif ? Non, collectif. Et donc, ça va déterminer l'individu. Cela dit, on pourrait aussi parler d'une autre définition. L'identité, c'est d'abord, on est issu d'une même identité universelle, partant de Ève et... Ah, vous m'enlevez les mots de la bouche, mais... Oui, Ève et Adam. Donc, à partir de là, on peut aller très loin. Il y a la fraternité humaine, je dirais, l'espèce humaine en elle-même, parce que nous sommes tous des êtres humains. Et la finalité, elle est les mêmes aussi. Nous allons tous quitter cette terre. Donc, quelque part, voilà, l'identité, certes, elle existe, mais il y a aussi une identité qui nous dépasse tous et dont nous sommes tous des héritiers. Donc, il y a l'identité humaine qui trônerait au-dessus de toutes les identités. Oui. Et à l'intérieur, il y aurait des identités historiques qu'on appelle ancestrales. C'est ça ? J'essaie de résumer, hein, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Ensuite, il y a les identités plus réductives familiales. Et puis,
là, ça n'a pas été évoqué, les identités individuelles. Qu'est-ce que vous la rentrez en ligne de compte ou pas, l'identité individuelle? Évidemment. J'en ai parlé. Non, mais Évidemment, parce que pour rebondir sur la question de l'identité, pour moi, il y a une partie passive avec l'héritage, avec la transmission des parents, la transmission de la famille, et il y a une partie active. voilà. C'est-à-dire que l'individu développe des choix professionnels, des choix religieux, des choix de vie par rapport à des endroits, par rapport à des lieux. Donc il y a vraiment 2 volets qu'il faut prendre en considération pour définir une identité complète. La partie dont on hérite, ta couleur de peau, le fait que tu sois une femme ou un homme, tu n'as pas choisi, même ton prénom. Et la partie que tu décides, que tu maîtrises, raison pour laquelle vous avez des personnes qui vont changer de prénom, qui vont changer de sexe, qui vont changer de lieu de vie, pour définir au mieux l'identité qui leur correspond le plus. Changer de religion. Changer de religion. Donc tout ça, c'est à prendre en considération dans une globalité passive, active. Mais justement, là, je me permets, et c'est exactement où j'allais en venir, parce que vous avez défini les uns les autres les identités selon un périmètre collectif. Maître Mbeko est venu y rajouter la finesse de l'identité individuelle et la notion de choix. Or, cette notion de choix se heurte à une notion qui est souvent évoquée en permanence, qui est brandie presque comme un chiffon rouge, et notamment dans la communauté afro, c'est la communauté d'aliénation. C'est la notion d'aliénation. Est-ce que vous la considérez comme une notion légitime sur le plan intellectuel ou comme une excuse? Je voulais revenir, ajouter par rapport à la première question. Par exemple, moi, je suis des Antilles. Oui. Nous, les Antillais, nous avons une identité africaine, Oui. mais nous avons aussi une identité de la Caraïbe, Oui. des Amérindiens. Moi, j'ai mon arrière-grand-père qui est congolais. Non, mais ça, on est d'accord, il a évoqué l'identité Mais passive, j'ai l'héritage. aussi des ancêtres qui sont amérindiens, c'est ce qu'on appelle les Indiens qui sont amérindiens. Et il y a aussi, nous avons aussi européens, qui veut dire, et c'est de là vient le mot créole, qui veut dire le mélange, le métissage. Alors, on peut avoir aussi une identité multiple. Non, mais ça, personne n'a dit le contraire, il me semble. Là. En fait, je pense que La notion d'aliénation, s'il vous plaît. En fait, je pense que pour rebondir sur l'aliénation, ce qu'a dit Maître Mbeko, faut pas confondre, je pense, identité et identification. Parce que dans l'identification, effectivement, je suis qui je suis et je fais mes choix. Mais l'identité, on fait forcément partie d'un groupe, d'un collectif, d'une histoire, comme il a dit, d'une histoire commune. Donc, en fait, l'identité... Oui, mais si je puis me permettre, cher rabbin, cette notion de choix est fondamentale. On peut effectivement faire partie d'un groupe, tout comme on peut se détacher de ce groupe et ne plus Bien sûr. faire partie. Tradition, on a le principe. Attends, oui, par respect quand même, je laisse terminer. Et ensuite, Non, l'idée, c'est, même si on se détache de manière personnelle d'un destin collectif, on reste néanmoins identifiable en termes d'identité collective. donc ton l'identité, c'est l'identification que l'autre porte sur toi. Voilà. Ok, et pas celle que toi, C'est tu... ça. Ok, très Parce bien. qu'on a dans notre identification, on fait des choix. Mais D'accord. l'identité, c'est forcément un destin commun qui va vers on va dire, un peuple, un espace, une nation. Mais pour répondre à ce que disait le président de la communauté des musulmans de Montreuil, à un moment, il faut comprendre que dans d'autres cultures aussi, Adam et Ève n'est pas la référence. Donc même la dimension humaine, et là, voilà, chez les Congos, le Congo c'est Maungu, d'autres c'est d'autres créateurs. Donc il faut réussir dans ce respect-là, dans ce multiconfessionnalisme, à faire exister et accepter les autres réalités aussi que d'autres considèrent comme vérité pour eux. Très bien. Alors, on me disait justement que chez nous, ça rejoint un peu. En fait, on a le principe d'Ubuntu qui dit que je suis parce que nous sommes. Donc, il y a cette interdépendance, il y a ce lien justement qui est créé entre l'individu et la communauté. Et l'un et l'autre ne peuvent être dissociés, en fait. Donc, forcément, les choix que l'on fait de manière individuelle se répercutent sur la collectivité, sur la communauté. Et donc, forcément... Mais est-ce qu'on est prisonnier de ce... Sans vouloir tout couper, et pour être sûr, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce qu'on est prisonnier de cette collectivité? Est-ce qu'on lui appartient, en gros? Ou alors, est-ce qu'on peut décider de faire sécession d'une certaine façon pour ensuite appartenir ou rentrer dans une autre communauté à travers laquelle, éventuellement, compte tenu
de notre environnement propre, compte tenu de nos goûts propres, eh bien, on se retrouve davantage. Ben, c'est là où justement vient le choix. Comme tu dis, il faut se dissocier. Si justement on cherche à acquérir une autre identité ou se différencier, justement, prendre une autre voie que celle de la communauté, dans ce cas-là, effectivement, on sort de cette communauté et on a bien entendu le choix, la liberté d'intégrer une autre communauté. Mais le problème vient à partir du moment où on essaye d'intégrer cette différence dans la communauté et l'imposer à cette communauté. D'accord. C'est là où vient Mais le problème. si on reste sur la différence, quand tu sors, celui qui sort de sa communauté d'appartenance pour rentrer dans une communauté, on va dire, de sentiments, d'affection, est-ce que l'on doit le qualifier, parce que on n'a pas répondu encore à la notion, est-ce qu'on est en droit de le qualifier d'aliéné? Parce que c'est une notion, je reviens là-dessus, qui est souvent évoquée, qui est souvent mise sur la table. Quelle est la définition de l'aliénation, justement? La question. définition de l'aliénation, c'est à partir du moment où on adopte justement des comportements, des codes qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous appartiennent pas de manière, qui ne sont pas issus de notre héritage culturel, de nos valeurs, etc. Et donc, justement, c'est ça, l'aliénation, c'est qu'on C'est être étranger à soi-même. voilà, Aliénus, qui est étranger à soi-même. Et voilà, donc effectivement, mais maintenant c'est perçu un peu effectivement comme une insulte. Mais à la base, on utilise une langue qui a des définitions précises. Et l'aliénation, effectivement, qu'on vient de définir, peut s'appliquer justement pour toute personne qui adopte justement des codes, des valeurs, des spiritualités, des religions, des cultures qui ne sont pas les leurs. Est-ce que c'est une insulte? Quand tu vois Moi, le je ne pasteur vois pas de Marius, cette manière. quand tu vois le pasteur Marius ou le rabbin Kitoko, est-ce que tu leur attribues ce qualificatif d'aliéné? Moi, personnellement, oui, en tout respect, parce que pour moi, ce n'est pas une insulte. C'est tout simplement un constat qui est... Donc, ils sont étrangers à eux-mêmes. Voilà. Que leur spiritualité, effectivement, et leur culture, du coup, qui en découle ou qui peut être liée, justement, est étrangère à eux-mêmes. Parce que tout à l'heure, nous disions que nous sommes congolais. Voilà. Donc, effectivement, quelle est cette identité congolaise que nous, on inclut plus largement dans la famille humaine qu'on appelle Kamite, donc qui sont définis par noirs, africains et afrodescendants. Voilà, si on n'utilise pas ces termes, qui ne sont pas des termes endogènes, mais pour nous, dans la famille Kamite, effectivement, quelle est cette identité en fait? Quel est notre héritage culturel, notre héritage historique, commun, etc. Enfin, si je peux répondre à ça, en fait, aliénation, c'est rupture d'un lien. C'est l'étymologie du mot. Je pense qu'il y a un défi quand on décide de s'émanciper pour une existence individuelle tout en gardant le collectif en tête, c'est de ne pas justement s'aligner pour garder des liens ou en gardant des liens. Donc à partir du moment où on a une spiritualité, une culture qu'on estime être essentielle ou essentialiste, Congo par exemple, et qu'on estime pouvoir dater sur un calendrier, pas simplement de l'Égypte, même allons jusqu'à Sumer. À ce moment-là, on doit comprendre que la civilisation a évolué. Des histoires, des rencontres se sont faites. Des gens se sont mariés, des couples se sont unis. Et à ce moment-là, si moi, en tant que Congo, dans ma volonté d'émancipation, mais de maintien de liens, pas d'aliénation, de maintien de liens, j'arrive à trouver là où je vais toute la dimension Congo dans les textes et que j'arrive à la faire, pas accepter parce qu'il ne faut pas imposer, mais à la faire rendre évidente à ceux qui étaient tenants de là où je suis arrivé, j'estime qu'à ce moment-là, pour moi, le voyage qu'il a pu faire, que j'ai pu faire, n'est pas d'une aliénation, mais c'est un rassemblement. Et c'est peut-être là où le défi que nous, autres panafricanistes, devons avoir. Parce que les religions, comment elles ont été gérées et conçues par les civilisations caucasiennes et autres, sans jugement, ont plus donné naissance à des guerres qu'autre chose.
il n'y a pas eu un système plus producteur de guerre que les religions. Alors qu'aujourd'hui, si on comprend en fait que l'objectif, c'est de mettre une spiritualité en valeur et en hauteur, on doit être capable de rassembler par le haut, à savoir sans effacer les bases structurelles d'une identité ou d'un peuple, savoir intégrer. Et c'est ça le Congo. Le Congo est très tolérant, très ouvert. On n'a jamais été un peuple fermé. La preuve en est, on a eu un roi qui s'est converti au catholicisme pour après rejeter la chose. Donc on comprend en fait que malgré son erreur, si on se demande mais pourquoi il a fait cette erreur-là, ils disent qu'il a dit, bon, ces gens-là qui arrivent sont blancs, ils ressemblent à la couleur que nous avons quand nous mourrons. Ça, c'est ce qui se dit dans la tradition Congo. Il se dit, bon, peut-être que c'est nos ancêtres qui reviennent. Ah oui, Oui, c'est ce qui se dit. j'ai plusieurs interprétations. Voilà, moi j'ai une interprétation d'un monsieur qu'on pourra d'ailleurs inviter ici. Moi, j'avais l'interprétation, s'agissant d'Alfonso Ier, du pragmatisme. On lui a présenté le christianisme comme qui était associé à une armée plus, on va dire, plus puissante, comme étant une garantie de pouvoir militaire. Ça, c'est la version qu'on raconte. D'accord. Il y a une Mais autre nous, version. quand on a reçu la formation en tant que chef traditionnel, D'accord. on a une transmission orale. C'est-à-dire qu'on a le patron d'un empire. Il n'est pas bête. Et c'est ce qu'il fait. Bien sûr qu'il y a les armes, mais les armes, on ne les négocie pas comme ça, en changeant totalement toute une structure sociétale. Ce qu'on reçoit en tant que chef traditionnel, c'est que comme ça. Quand un Congo meurt, on sait que la couleur qu'on prend devient blanche. On va dans l'eau. Ça, c'est pour les initiés. Quand il les voit arriver, il dit, est-ce que c'est pas nos ancêtres ça? Ok, intéressant. Donc il se dit, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un message, voyons ce qui se passe. Ouais, mais Et- ça sera intéressant d'interroger le contact entre ce roi et cet envahisseur, puisque celui qui vient, il vient pas pour chanter, danser le zouk et faire des câlins. Il vient parce qu'il y a des potentialités, il y a des richesses, et il vient s'accaparer ces richesses. On parle de richesses humaines, puisqu'il y a déportation massive d'individus. On parle de richesses dans le sol et le sous-sol. On parle de matières premières, de denrées alimentaires. Donc, l'autre qui vient, il n'a pas des intentions bienveillantes. Bien sûr. Et celui qui renonce à sa spiritualité ancestrale pour faire plaisir à l'autre, il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il le fait pour survivre. En fait, Donc, vouloir proposer une version plutôt gentille, plutôt agréable. elle n'est pas gentille. Ah hein. si, elle est gentille. Non. Il s'est converti parce que Non, il parce ressemble à... parce qu'en fait, tu n'as peut-être pas la notion de ce que ça signifie, la mutation de ce corps que tu as là et de ce que tu auras après la mort. Il faut peut-être étudier ces textes-là pour comprendre ce que la place essentielle de la vie après la mort chez les Congos. Pour Non, nous, mais moi, c'est un je- sujet important. Non, mais c'est un sujet important. Donc c'est pas petit, c'est Non, pas gentillet. Non, quand je dis que c'est gentil, c'est la manière dont c'est raconté. Je ne dis pas Ah, que... ça je- c'est moi, mais Voilà. l'histoire, elle est autre chose. Moi, je ne remets pas en cause la sincérité et la croyance de ceux et celles qui appartiennent à ce courant. Moi, c'est pas ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est le récit qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un récit qui est euphémisé, qui est atténué, alors que le récit, les contacts entre les Européens et les Africains, tout comme les contacts entre les Africains et les Arabes, bien souvent étaient d'une extrême violence. Je ne dis pas que tous les contacts étaient violents. Je suis d'accord avec toi. Pépé. Je termine mon raisonnement. Je ne dis pas que tous les contacts étaient violents, parce que on ne va pas me faire prêter des propos que je n'ai pas tenus, et j'essaie d'être nuance. Je dis que la plupart des contacts entre les empires africains et les contacts avec les Arabes et les Européens, dans la majorité des cas, étaient des contacts extrêmement violents, étaient des contacts de domination, étaient des contacts de soumission. Et ça, il faut le prendre en considération. Le vainqueur impose au vaincu. Est-ce que les premiers, Ça, je suis- est-ce que les premiers contacts, avant de le céder la parole, et on va quand même revenir sur la notion d'aliénation, les premiers contacts, notamment au XVe siècle, ne se situaient pas entre deux élites, deux noblesses, qui ensuite sont rentrées dans une forme de collaboration au détriment des peuples. Les locaux, les nobles locaux, les rois
y ont vu au départ une forme d'intérêt à s'approprier certains avantages que leur offrait de l'extérieur cette puissance noble, puisqu'on a vu des enfants des dignitaires congolais être accueillis et recevoir une forme d'éducation noble en Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte au départ de collaboration avant que ça ne bascule, en tout cas sur l'espace congolais, dans une dimension plus violente. Donc est-ce que cette violence a été généralisée dès le départ ou alors il y a eu des divergences? On a notre frère Dieudonné qui le dit souvent. L'histoire est racontée par les vainqueurs. Ce que tu me dis, Mbeko, c'est l'histoire vue du côté de l'Europe. C'est-à-dire que tu as un historique qui est raconté en faisant passer des gens pour des naïfs, à savoir qu'ils sont arrivés, on n'a pas été suffisamment intelligents, on s'est laissé avoir, on n'a pas su gérer notre tentation sur l'armement, l'argent. Mais l'histoire de l'autre côté, comment est-ce que leur arrivée a été vécue? Oui. Non, moi je ne suis pas d'accord, parce que déjà, rien que le terme, comment est-ce qu'on les appelle chez nous? Mindélé. Mundélé. Mundélé, ça a une racine bien précise qui, justement, n'a rien à voir avec le fait d'être blanc, n'a rien à voir non plus avec le fait de devenir blanc dans l'au-delà. C'est un terme péjoratif, justement. On savait déjà qu'il y avait déjà quelque chose de... comment dire, d'hostile et de malsain chez ces peuples. On sait de la manière dont ils sont venus à nous. On sait à quand on remonte ce terme ou pas? Il faudrait qu'on reprenne bien. Parce que c'est important. Si c'est la conséquence. Si ça précède... oui, non. Bon, à quel moment est-ce qu'il est venu? Ça, je ne saurais pas dire. D'accord. Mais avant de poursuivre. Avant de poursuivre, parce que cette notion, tout à l'heure, voilà, c'est ça, sur l'aliénation. Oui, non, mais justement, mais par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qu'on dit, on a aussi l'exemple de la reine Zinga, qui justement s'est convertie par stratégie pour pouvoir justement protéger son peuple et protéger son royaume, etc. Donc, si on parle d'Alfonso Ier, etc., qui s'est converti, on y voit la même stratégie, tout simplement. C'était une manière de préserver sa royauté, son royaume, etc., pour ne pas finir comme sur les bateaux négriers, comme de nombreux souverains. Tu penses que c'était par crainte de ne pas être enchaîné? C'était par crainte, puisque justement, il y a eu une résistance. Il y a eu justement des guerres où on a résisté. Oui, mais pas dès le départ, de mémoire. Il n'y a pas eu une attaque frontale dès le départ. Mais pas dès le départ. On va revenir après, rassure-toi, parce que sur l'aliénation. Cette question de l'aliénation. Donc je résume quand même. Le frère explique que, entre guillemets, il voit en vue des aliénés. Le frère, il dit non, c'est pas une aliénation, c'est un rajout identitaire, c'est bien ça, d'accord? Donc, quelle est ton position? Alors moi, je suis plus d'accord avec le frère, parce que le christianisme est basé sur l'aliénation. Le christianisme vient d'un juif. Les apôtres, ils étaient juifs. Et la base du christianisme, c'est l'aliénation. Le Christ leur dit d'aller par toutes les nations, en commençant par la Judée, par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui veut dire que c'est un message universel. C'est un courant du judaïsme, c'est-à-dire que le christianisme, c'est un courant du judaïsme au départ, et qui est transmis aux nations. Qui veut dire que c'est une alliation. Ce qui veut dire que les nations, ils avaient leur spiritualité. Et en venant, en acceptant le christianisme, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné la spiritualité de leurs ancêtres pour se tourner vers une spiritualité qui vient du judaïsme. Alors que c'est pas un gros mot, ce n'est pas tabou. Donc pour toi, c'était une aliénation positive? Oui. Ok. Et c'est obligatoire. Donc le concept d'aliénation, pour toi, en soi, c'est pas forcément négatif? Parce que c'est une spiritualité qui vient de notre peuple. Qui ne vient pas de devenir juif après leur aliénation. Pardon? Pourquoi devenir juif alors? Je n'ai pas compris. Dans ce cas-là, ceux qui acceptaient de s'aliéner ont dû devenir juifs. Comment? C'est-à-dire que c'est un courant juif. C'est le christianisme. Au départ, c'était des juifs. Les 12 apôtres, c'était des juifs. Jusqu'à Constantin. Mais après, c'est plus des juifs. Qui veut dire que l'origine du christianisme, la différence avec le judaïsme, c'est-à-dire que
le christianisme était ouvert c'est un judaïsme qui était ouvert à toutes les nations. Bah, en gros, ce qu'il demande, c'est est-ce que c'était un message qui se présentait comme juif ou un message qui se présentait comme universel? C'est un message, si vous voulez, c'est un courant juif. Et qui se présentait comment? Alors, universel parce que le judaïsme au départ, c'était que pour les juifs, et puis on pourrait dire, en fait, le Christ quand il est venu, l'une de ses missions qu'il n'a pas réussi, c'était de rassembler les tribus perdues d'Israël avec ce qu'on appelle le judaïsme, les juifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire Judas, Lévi et Benjamin. Et les autres tribus, le Christ, son but, c'était de rassembler toutes les 12 tribus. Mais en somme, ce que tu dis, enfin, la question qui se soulève, c'est cette aliénation. Est-ce que c'était de l'aliénation ou alors c'était l'universalisme? Au départ, le but, c'était déjà que les Judéens, de sanctifier les Judéens, et que les Judéens, après, puissent, on pourrait dire, pour accomplir la prophétie d'Ézéchiel, qu'il y avait les 2 bâtons, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Son but, c'était de rassembler ces 2 bâtons pour les faire un seul peuple. C'est-à-dire que tous les Israélites qui sont dans le monde entier puissent se rassembler et cette spiritualité soit un modèle pour les nations. Pour les nations, d'accord. Et ce modèle, il a demandé à ses disciples de le transmettre aux nations. Avant cela, c'était... Ça, c'était la théorie. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique au niveau de la Caraïbe? Comment ils sont devenus chrétiens, les afrodescendants? Moi, j'ai entendu la théorie. C'était passionnant. Jésus avait prévu ça. Initialement, le projet, c'était de rassembler les différentes tribus. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Comment la plupart des afrodescendants qui ont été déportés de l'Afrique aux Caraïbes sont devenus chrétiens? Alors ça, c'est autre chose. Comment ils sont devenus? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Ça, c'est autre chose, parce que, comme il parlait de Constantin, à partir de Constantin, le christianisme s'est détaché du judaïsme. Et qui veut dire les chrétiens faisaient Shabbat. Non, mais moi, j'ai une question. Et les chrétiens, je parle des chrétiens primitifs, ils faisaient Shabbat. On ne répond pas à ma question. Comment les afro Non, mais je vais répondre. Il faut répondre. Après, les chrétiens faisaient la Pâque le 14 Aviv. Les chrétiens faisaient la fête des semaines à la date fixée. Les chrétiens faisaient même Hanouka. Ils faisaient la fête du tabernacle. Et c'est avec Constantin qu'il y a eu cette coupure et qui fait que c'est devenu un christianisme dictateur. C'est-à-dire que tu acceptes ou tu meurs. Et toutes les religions ont fonctionné comme ça, que ce soit l'islam, que ce soit... Et il y a eu des guerres, les guerres des croisades. Ça veut dire que c'est devenu obligé. Et qui veut dire que pour venir à nous dans la Caraïbe, c'est vrai, on a eu cette... l'évangile a été donné comme ça, comme une dictature. C'est là où je ne suis pas d'accord. Pour répondre à la question du frère Mbeko, le christianisme a été imposé par le Code noir, donc articles 2 et 3. Mais alors, rien que sur ce... Je vais juste rebondir sur ce que tu disais. En fait, là, on est en train de débattre justement d'une lecture en fait, théologique de l'histoire. Mais on va revenir sur cette lecture. Croyez-moi, on va revenir sur cette lecture. J'aimerais quand même entendre Hassan, son regard, qui d'entrée de jeu, lui, il est sorti d'une identité, on va dire, périmètre, pour englober l'identité, d'abord à une identité humaine, à une identité universelle. Donc quand vous entendez ces propos qui posent des frontières, quel est votre regard? Oui, en fait... moi, je resterai plus sur un peu ce qu'on vit ici, parce que bon, c'est vrai que c'est intéressant d'évoquer et de revenir à l'histoire. Mais moi, je serais plus dans la réalité de ce qu'on vit, dans ce qui est en fait le contexte dans lequel on est, par exemple en France, actuellement. Je pense qu'on ne peut pas parler d'aliénation, pour revenir à ce terme, parce que, par exemple, on peut
on peut rester dans une confession, et l'exemple qu'on vit actuellement en Europe, en France en particulier, c'est qu'il y a des choix de culture ou de conviction religieuse, mais il y a aussi l'appartenance à une nation. Et je pense que... Donc l'identité religieuse se heurte. non, elle est complémentaire. Complémentaire. Ok. Oui, elle est complémentaire. Et Avec l'identité nationale. Comment? Avec l'identité nationale. Exactement. On peut être de confession, c'est le cas personnellement, et beaucoup d'entre nous ici en Europe et en France, on peut être de confession musulmane ou d'une autre confession qui n'est pas forcément chrétienne et être complètement intégré et la nation française. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. En fait, c'est une contrainte naturelle. Donc là, on sort de la notion de choix. On revient sur la notion d'appartenance. Oui, oui, exactement. Ok. En fait, que vous le voyez ou non, par le contexte dans lequel vous vivez, le fait que vous fondez une famille, que des familles fondent des familles, et que vous êtes dans un lieu, il faut aussi créer cette appartenance. Et pour qu'on puisse vivre dans la paix et dans la prospérité. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas se permettre de rester toujours en train de parler d'aliénation, ou bien de distinction, ou bien... Parce qu'il y a une forme de division, une forme de séparatisme, justement permanente. Et d'ailleurs, on en a parlé. Il y a eu cette loi contre le séparatisme en août 2021. Tout ça, c'est parce qu'il y a un intérêt commun. Il y a le vivre ensemble, quelles que soient les origines, quelles que soient les convictions, quelles que soient les cultures. Nous sommes dans l'obligation de vivre ensemble. Et pour ça, il faut qu'il y ait une nation. Il faut s'adapter à cette Ce que nation. vous dites, c'est tellement important. Hassan, moi j'ai une question. Justement. J'ai une question à vous poser. Et au sein de cette émission, nous, les Funérailles Tabou, on est très très attachés au vivre ensemble. C'est pas juste une célébration comme ça. C'est lorsqu'on organise un plateau, on fait en sorte d'avoir les différentes sensibilités qui sont représentées. Et déjà, merci encore d'avoir accepté cette invitation au pied levé, parce que pour nous, c'était essentiel qu'il y ait une parole musulmane qui vienne poser un cadre et qui vienne partager une expérience vécue, de façon à ce qu'on puisse avoir toutes les sensibilités autour du plateau. Mais moi, j'ai une question à vous poser et n'y voyez aucune polémique dans ce que je vais vous demander. Et non. Vous, en tant que président et en tant que responsable, comment vous observez la cohabitation entre musulmans africains noirs et musulmans du Maghreb, musulmans arabes? Comment ça se passe cette cohabitation? Parce qu'il y a régulièrement des tensions, il n'y a pas que ça. Il y a des moments aussi de fraternité, il y a des moments aussi d'amour, mais il y a aussi des moments de tension. Et je voudrais avoir votre point de vue, puisque vous êtes à l'intérieur de tous ces éléments-là. Écoutez, c'est une très bonne question. Nous sommes confrontés à cette question. Nous sommes sur le bas Montreuil, nous sommes à Montreuil, et effectivement, il y a une forte communauté africaine, en particulier malienne. Et justement, nos principes, c'est ce que je parlais avec le responsable tout à l'heure. Avec Philippe Avignon. Ouais, Philippe Avignon, justement, on a fait c'est pas un effort, et on a vraiment insisté sur cette cohabitation et sur l'importance aussi de la communauté africaine musulmane d'origine africaine, parce que après tout, nous sommes tous français. Moi, j'insiste parce qu'à un moment donné, il faut dépasser les origines. Oula, il faut dépasser les origines. Oui, on a des origines, mais il faut mettre en avant le fait qu'on vit tous ici ensemble. Alors, je reviens à votre question. Nous avons décidé que l'imam est d'origine africaine. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut leur donner cet espace. Il ne faut pas qu'il y ait un monopole des gens qui sont d'origine maghrébine à tous les postes importants. Donc, M. Soumaré est en poste en tant que Lakami Soumaré, qui est d'origine malienne, qui a grandi en Mali, et qui est imam de cette grande mosquée qui accueille près de plus de 1000 personnes. Donc, il est imam dans la semaine, et nous avons un imam, un jeune imam cette fois-ci, qui a grandi ici, qui est M. Ibrahim Gori, qui est d'origine malienne.
en alternance avec un autre imam d'origine maghrébine. Donc, l'importance de vivre ensemble déjà au sein de la communauté. Et cette fraternité et ce respect, pour nous, c'est un respect fondamental que les communautés doivent se retrouver et doivent partager aussi tout ce qui appartient à la fois la responsabilité au niveau de l'autorité religieuse et même au niveau de l'autorité administrative, sachant que notre trésorier des conseils de musulmans de Montreuil est Issa Doucouré, qui est aussi d'origine malienne. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu des soucis par rapport à ça. Et effectivement, il y a des crispations, il y a De la part de qui? d'une certaine, bon, ils ne sont pas nombreux, ils sont très peu, une partie de Maghrébins qui n'acceptent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent, par exemple, qu'au niveau de l'imam, ce n'est pas un arabophone 100%, puisqu'il a appris l'arabe. Et donc, parfois, il y a des petites, au niveau de la prononciation, etc. Mais ça reste dérisoire. Et au-delà de ça, on peut aussi penser à une forme aussi de discrimination. On peut arriver à ça pour certains cas. Donc, si je comprends bien, malgré la foi partagée, malgré le Coran et la Sunna partagée, il y a encore, chez certains Maghrébins, de l'hostilité à l'endroit de musulmans compétents, parce qu'en l'occurrence, ils sont compétents. J'imagine que s'ils sont à ces postes clés, c'est qu'ils sont compétents, ils ne sont pas là par hasard. Exactement. Donc, malgré la compétence, malgré la religion, il y a encore ce racisme-là. Oui, il existe, et il faut le dire. Bon, il est quand même une petite minorité. Ah oui, là, on parle d'une minorité agissante. Il existe, Mais d'une minorité agissante. même pour le trésorier. Même à l'endroit du trésorier. Oui, on n'accepte pas que quelqu'un d'origine malienne Et comment vous a ce l'expliquez poste stratégique, parce que nous avons quand même... Et mon cher Assad, moi j'aime bien des solutions. Là, on a constaté qu'il y a encore de la haine dans le cœur de certains Maghrébins à l'endroit, je dis bien de certains Maghrébins à l'endroit de certains Noirs. Comment on fait pour guérir cette haine? Eh ben, écoutez, justement, il faut mettre en place, il faut se battre. Alors, moi, je suis le premier à me battre pour ça. Et puis, essayer aussi, à travers les imams, à travers cette culture, leur faire comprendre et aussi que tout le monde a sa place. Et ce n'est pas les origines et les couleurs qui doivent nous faire des barrages. Pareil pour au-delà de la communauté musulmane, c'est pareil pour la société française. Il faut enlever cette discrimination ou ce racisme face à cette société, et tout le monde doit avoir sa place en fonction des compétences. Mais moi, j'ai une question. C'est de la haine ou du mépris? En fait, c'est plutôt du mépris. Et c'est plutôt du mépris. La haine, c'est un peu fort. Voilà. La haine, c'est je veux pas te voir, je veux pas manger à ta table, voire même je veux t'envoyer au cimetière. Le mépris, c'est je veux bien manger à ta table, mais si c'est toi qui me sers le plat et si c'est toi ensuite qui fais la vaisselle, Oui. tu es mon serviteur. Oui, alors oui, effectivement, on pourrait parler plus de mépris, mais dans un encore plus minoritaire, il peut y avoir un peu de haine. Mais c'est très très peu, c'est très très rare. Cela dit, c'est plus du mépris. Ce que je voulais dire aussi... Et c'est Mais est-ce que l'inverse existe? ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez des situations où les Noirs musulmans s'opposent à la présence d'un imam arabe ou d'un trésorier arabe? Non. Et ils manifestent une hostilité. Je n'ai pas vu cette expérience. Vous avez jamais vu ça? Non, j'ai très peu, parce qu'il y a quand même, on a 70%, 60 à 70% qui sont d'origine africaine, qui fréquentent la mosquée. Et ils sont dans leur milieu. Ah, mais justement, ils sont majoritaires, ils pourraient avoir un discours du coup beaucoup plus véhément à l'endroit de la minorité. Oui, Ce qui aurait pu être logique dans l'histoire de l'humanité en général. Vous avez la majorité qui va stigmatiser la minorité et qui du coup, par le nombre, va prendre l'ascendant. Là, ils pourraient le faire, mais ils le font pas. non, ils ne le font pas. parce que- D'ailleurs, ils ont une qualité et tout le monde Ce le qui est assez remarque. incroyable. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a une qualité africaine et tout le monde le remarque et me le fait remonter, c'est qu'il ne crée pas de problème. Il ne crée aucun... Le problème, les sources de problèmes qu'on a, c'est ceux qui sont d'origine maghrébine. Ah, mais est-ce que, je me permets, Donc, Incroyable. C'est justement, j'allais venir. C'est la nature. Voilà, C'est la je t'ai- nature. voilà, je reviens sur de valeurs qui sont les nôtres
dans lequel le racisme n'a jamais pénétré, en fait. Le racisme n'a jamais fait partie de nos valeurs, de notre héritage, de notre transmission. Donc forcément, l'inverse n'a pas lieu. Et c'est là où il faut combattre le discours, justement, qui dit que, universaliste, qui dit que le racisme est universel, tout le monde est raciste envers quelqu'un, tout le monde, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a des vérités comme ça, justement, qui sont dites pour se dédouaner, pour dire, voilà, se diluer le tout dans l'humanité et de dire c'est tout simplement un comportement humain. Alors que non, c'est un comportement que certains ou certaines peuples, etc., véhiculent. Moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas des peuples, c'est des individus. Moi, je ne veux pas qu'on essentialise. C'est important de dire que ce n'est pas des peuples qui véhiculent le racisme, c'est des individus, des minorités agissantes qui se sont transmises. Oui, à travers, justement, oui, mais moi je peux pas laisser dire, en tout cas je peux pas laisser dire dans ma présence que ce sont des peuples. Ce sont des individus au sein de ces peuples Oui, c'est vrai. qui, pour des raisons de pouvoir, qui pour des raisons d'argent, vont manifester du racisme à l'endroit des autres. Oui, exactement. Et c'est très très important de dire que l'histoire est dirigée par les minorités agissantes au détriment des majorités silencieuses. C'est ça qu'il faut prendre en considération. tout à fait. Mais essentialiser les peuples, moi je peux pas l'accepter. Dans ce cas, dans ce cas-ci, on va dans... Soyons précis. Là, on est sur un sujet extrêmement sensible. Là, c'est la dynamite. Ouais. Si on est approximatif, c'est pas bon. Alors, si on va dans ton sens, ce que Beko dit, quelque part, c'est que en tout cas une partie de notre culture afro, toi tu estimes qu'elle ne cultive pas une forme de racisme, d'aucuns pourraient y voir tout simplement qu'elle fait preuve de faiblesse, qu'elle s'est laissée dominer. Donc c'est pas en lien avec le racisme, c'est en lien avec le virilisme, avec le rapport au sacrifice, avec le rapport à la fierté. Alors, il y a un discours justement qui... Lumumba disait que c'est pas une histoire d'aimer ou de haïr, c'est une question de souveraineté et de survie. C'est ça. Et effectivement, nous, on peut combattre ceux qui se dressent, ceux qui s'opposent à nous en tant qu'ennemis ou en tant qu'adversaires. Mais la haine raciale, enfin... Écartons la haine, le mépris. Moi, c'est plutôt le mépris. Non, mais voilà, la notion. Parce que la haine, c'est comme il a dit, c'est trop tendancieux. Parce que qui dit haine dit génocide, qui dit haine dit... Tu comprends? Mais justement, mépris... on en vient aux valeurs spirituelles. On en vient aux valeurs spirituelles. Et nous, dans notre héritage spirituel, nous avons des codes. On peut parler de Hutu, on parle de la Mahat en tant que Kémite, etc., qui ne nous permettent pas justement d'aller dans ce domaine-là pour justifier, on va dire, un conflit ou une opposition, un mépris ou une haine ou quoi que ce soit. Nous reconnaissons effectivement l'humanité telle qu'elle est, mais nous connaissons effectivement également donc les spécificités, on va dire, évolutionnelles, etc., de certains peuples qui, même si c'est une minorité donc, qui effectivement les dirige et donc qui fait naissance de son éducation, de sa transmission culturelle, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas, essentialiser un peuple de par sa couleur, ses origines ethniques. Mais en tout cas, voilà, nous, il n'y a pas cette haine, en fait. Tiens, ce mot de haine. Mais j'aimerais qu'on revienne sur les dimensions, parce que comme il ne nous reste pas énormément de temps... Après, il faut être aussi honnête. Il faut être aussi honnête parce que dans notre communauté afro, vous avez aussi une minorité d'afro qui détestent et qui haïssent les Arabes. Il faut le dire aussi. Mais quelle en est la raison, justement? Non, mais c'est ça. En fait, peu importe la raison, c'est un comportement qui est inacceptable. C'est-à-dire que ce soit en réaction, à des attitudes qui sont hostiles, que ce soit pour se faire justice soi-même. En fait, peu importe le motif, tu n'as pas à être haineux à l'endroit des gens pour ce qu'ils sont. C'est ça que je veux dire à chaque fois. Et je dis une chose très simple. Je dis, nous avons un devoir de responsabilité à l'endroit des nôtres qui ont basculé dans la haine contre les Arabes. Parce que Arabes, comme nous avons un devoir de responsabilité par rapport aux Arabes qui sont haineux à l'endroit des Noirs, parce que Noirs, on ne peut pas à chaque fois
donner l'impression que c'est que d'un côté. Ça existe de part et d'autre, parce qu'il y a une réponse. Donc c'est important d'avoir ce genre de considération. C'est peut-être ça la définition en fait de l'aliénation, c'est que c'est pas le choix individuel d'une évolution spirituelle qui aliène, mais c'est plutôt des minorités, des individus au sein de groupes spirituels qui créent l'aliénation. Ce qui veut dire en fait que quoi? Le problème, c'est pas le choix d'une personne. Le problème, c'est comment les communautés religieuses, spirituelles sont organisées. Et je voudrais vraiment féliciter monsieur le président Hassan ici parce que je suis né chrétien. Je suis devenu juif après 4 ans de conversion ici à Paris. J'ai été formé rabbin. J'ai dirigé presque 7-8 ans des institutions d'Israël en tant que rabbin. Et je sais que c'est un combat que la communauté juive n'a pas réussi à vaincre. Avoir des rabbins qui puissent représenter ces minorités-là qui sont plus que visibles, qui sont afro, antillais ou autres. Et on a ici un président qui fait ce travail-là. Je vous le dis, vous ne vous rendez pas compte de la pression et de l'importance que c'est ce qu'il est en train de dire ici. Pour revenir juste à un petit détail par rapport à ce que le pasteur a dit, dans la notion du judaïsme, l'aliénation, c'est impossible. Ça ne peut pas exister. Donc le chrétien, c'est une religion qu'il faut respecter et a le droit d'exister. Mais l'aliénation, c'est quelque chose qui ne peut pas faire partie, car le judaïsme se vit par la tradition locale, tribale, et qu'à un moment, le fait qu'il y ait une minorité qui ait voulu faire autre chose, ça en fait des chrétiens, mais ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, justement, c'est ces deux pieds-là d'un même corps qu'on a besoin, et de l'ancestralité, d'un côté, et de la spiritualité. On ne peut pas vivre que par l'esprit, ou vivre que dans le concret. Et c'est là la caractéristique de ce que nous sommes, nous autres Africains, c'est que on a une lecture différente de l'histoire, et nos solutions pour les vaincre, c'est différent. Et c'est là où on doit peut-être faire un travail de savoir comment construire les solutions, non pas colorées par ce qu'on a vécu ici en tant qu'Européens, mais selon ce que nos traditions disent. Et en parlant de solutions, M. Hassan, il est au cœur d'une réalité, et qui dit solution pour l'avenir dit jeunesse, hein, évidemment. Il me semble que vous êtes au cœur d'une réalité qui touche particulièrement les jeunes. Est-ce que vous êtes témoin de ces tensions, de cette conversion à la haine qui minerait des jeunes musulmans afro ou musulmans arabes et qui générerait une forme de repli qui va à l'encontre de... Ben justement, on a eu hier, bon, ça ne nous est pas arrivé tout le temps, un groupe de jeunes, il y a un problème pour une histoire de filles, entre un groupe de jeunes africains et il y a eu une bataille, donc il y a eu des représailles de ce groupe d'Africains contre un jeune d'origine maghrébine. Donc ça allait prendre des proportions assez grandes parce que le groupe maghrébin a commencé aussi à se préparer pour attaquer. Donc il y avait une histoire de rixe entre Africains, jeunes Africains et jeunes Maghrébins. Donc hier, ils sont venus nous voir pour essayer de trouver une solution ils sont venus à la mosquée pour essayer de trouver une solution à ce conflit, et surtout pour pas que ça se dégénère, ça va trop loin, où il y a des blessés, voire plus, et ça va aller en justice et à la police. Donc on a rendez-vous tout à l'heure à 13h avec une partie des jeunes pour essayer de faire la médiation, et on se bat en permanence au-delà de ce cas pour que la jeunesse soit unie, quelles que soient les origines. Et comment, la réponse que tu me posais, la question que tu me posais tout à l'heure, comment on fait bon, cette histoire de jeunes, c'est exceptionnel. Hein. On a eu ça, c'est tout récent, c'était hier, mais on n'a jamais entendu parler de ça. Mais concernant la jeunesse globale, on essaye de travailler régulièrement. Moi, j'ai fait un appel tous les vendredis, parce qu'il y a une forte influence. Hein. Nous avons une capacité de plus de 1000 personnes en 2 séances qui arrivent à la mosquée le vendredi. Le message qu'on envoie très fort, c'est que si vous êtes d'identité musulmane et vous avez les principes de l'islam ou des musulmans, sachez que c'est interdit et que c'est aboli par le prophète. Ça, dès le départ, tout le monde est à sa place, parce qu'il y a une contradiction totale avec les valeurs et les textes à la fois coraniques et surtout celles du prophète. Il n'y a jamais eu de discrimination,
jamais de violence, c'est plus de la patience, je dirais de la compréhension et pas de la vengeance ou de la réaction violente qui est à la source de la haine. C'est la haine qui va amener ça. Et ça, c'est strictement interdit, surtout quand il s'agit de couleur ou d'origine ou de je ne sais quoi. C'est pourquoi il y a un message très fort que nous dégageons de la mosquée, c'est qu'on est en relation permanente avec le prêtre Dominique Pelé, le prêtre de Montreuil, qui est chargé de Saint-Paul et de l'église Saint-André du Bas-Montreuil et celle de la mairie de Montreuil-Saint-Paul. Nous sommes en permanence en contact pour créer justement cette dynamique de compréhension et de fraternité. Réciproque. Réciproque. Messieurs, Et aussi avec la Attendez, excusez-moi. Une solution à vous soumettre. Voilà, excusez-moi, parce que depuis tout à l'heure, nous parlons, et il y a une dominance qui remonte, qui traverse tous nos discours et qu'on n'a pas abordé, qui a pourtant, me semble, fondamentale. Finalement, ces différences religieuses sur l'identité, la des nations, qui parfois génèrent de la tension, de la haine, est-ce que ce n'est pas précisément ou davantage des questions d'ordre masculine? Est-ce que la religion n'est pas le vêtement qui cache le virilisme, où chacun ensuite utilise la religion pour dominer, mais en tant qu'homme? Parce qu'on n'a pas parlé, est-ce que ces réalités-là concernent les femmes? Je ne suis pas sûr. Si on entend beaucoup de femmes, finalement, elles ont un regard sur la religion, elles disent en fait la religion c'est juste une arme, le bras armé du patriarcat, et que quelque part, c'est juste une question masculine. L'élément, le fait divers que vous avez évoqué, c'est ça. C'est que sous couvert d'appartenance, en fait, c'est une question de domination sur la femme. C'est que non, c'est notre femme, elle n'est pas à vous. En gros, c'est à peu près ça. Donc, quel est le lien? Donc, je reviens. Quel est le lien? Quelle est la question, la dimension homme-femme à travers les spiritualités? Est-ce qu'on ne peut pas converger là-dessus? En fait, la véritable question, justement, que ça soulève derrière tout ça, en fait, c'est la question que j'allais poser, justement, à tout le monde. Hein, c'est est-ce que les écritures, justement, ne sont pas la source du problème? Parce que tout à l'heure... La source du problème. Tout à l'heure, justement, tu disais que dans la tradition juive, justement, il y a l'ancestralité, etc., qu'on peut adapter, en fait, le judaïsme à sa propre réalité culturelle, voilà. Et le président, donc, disait que ici en France, on est français avant tout, qu'il y a le cadre de la loi, qu'il y a la nation, etc., qu'on doit s'intégrer, etc. Mais est-ce compatible, justement, avec les Écritures? Parce que pour nous, le problème, en tant que kémite, le problème vient de là. C'est bien les Écritures et non pas les peuples que l'on cible. Parce que les peuples, lorsque justement individus ou en masse, s'écartent, on va dire, d'une certaine vertu, d'une certaine bonne conduite, etc., il le fait en se basant sur les textes religieux, en s'appuyant sur les textes religieux. Mais j'aimerais... Pas forcément, mais justement, par exemple, de grâce, si on parle, nous, de notre Amélie, s'il te histoire... plaît, Oui. de grâce. J'aimerais qu'on recentre sur le rapport homme-femme. Parce qu'on parle toujours entre hommes, là. Justement, ça en vient à Ah, cette question. Parce que le temps nous La manque. place de la femme. Voilà, La place de la femme dimension dans homme-femme. ces religions. Voilà, le rapport homme-femme, le lien, par exemple, entre le regard que l'on porte sur la polygamie et la monogamie, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que la fracture, là où les dirigeants, les notables congolais, en tout cas les rois, notamment Alphonse Ier ou son prédécesseur, ont créé vraiment une rupture, c'est lorsque l'Église chrétienne leur a dit « soyez monogames ». Et là, ils ont dit « ah non, désolé, nous, notre identité fondamentale, c'est la polygamie ». Donc, et dans l'islam, la polygamie est autorisée. Donc, est-ce que peut-être la ligne qui empêche une forme de convergence dans le vivre ensemble, notamment, ne se situe pas là-dessus, sur la place de la femme? Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, la place de la femme, c'est pas la question. Parce que tu prends les musulmans, le saoudien, il n'a pas le même rapport à la femme, l'Iranien n'a pas le même rapport à la femme, l'Algérien n'a pas le même rapport à la femme, le Malien, le Sénégalais. Donc, même s'ils sont musulmans, leur culture va prendre le pas. Tu regardes comment les femmes elles sont traitées en Arabie Saoudite, c'est pas la même manière qu'elles sont traitées au Sénégal, ou en Mauritanie, ou en Algérie, ou au Maroc.
Donc c'est pas les textes religieux qui font la différence. Ce qui fait la différence, c'est la culture. Mais C'est la culture. Il y a quand même Non, il y a quand même, il y a quand même des points. parce que si on prenait en Le lien considération... monogamie, la différence monogamie, polygamie. Oui, mais moi Il y je a prends des l'exemple trucs. des textes. Ouais. Si c'était les textes qui gouvernaient et qui avaient le dernier mot, tous les musulmans auraient le même J'ai rapport. pas parlé des textes. J'ai parlé du rapport homme-femme. Tu regardes chez Oui, tous mais les le rapport aux musulmans. femmes, mais par rapport au rapport aux femmes, c'est toujours la culture qui domine. Oui, mais ma question est donc la suivante. C'est pas la religion. Non, parce que j'ai pas parlé. Là, j'ai plus parlé de religion. Là, je m'en viens à la polygamie d'un côté, monogamie de Mais l'autre. même la polygamie, la monogamie, c'est lié à la culture. Oui. C'est pas parce que c'est autorisé que tous les musulmans la pratiquent. Non, j'ai pas dit que tout le monde la pratique. J'ai Mais dit oui. quel regard. Parce que qu'est-ce que suppose la polygamie? Ça suppose, sachant qu'il y a 3 types de couples. Il y a le couple où l'homme est symboliquement le père de la femme, et à ce titre, il peut en avoir plusieurs, parce qu'il est le protecteur. Il y a le couple où c'est la femme qui est la mère de l'homme, elle le materne. Et puis il y a le couple prôné par le christianisme, où l'homme et la femme sont plus ou moins frères et sœurs. Donc, ils sont dans une forme de complicité, de complémentarité. Et donc, selon ces 3 schémas, ensuite, il y a des différences qui se caractérisent par les religions. Mais les différences, ça vient d'où? C'est toujours la culture qui tranche. La religion, c'est la base. Et après, en fonction que c'est un Malien, un Sénégalais, un Mauritanien, un Iranien, un Saoudien, sa culture va trancher. Il y a des aires transnationales. Il y a des aires où, par exemple, en Europe, la polygamie, même si certains versent dans l'infidélité, est bannie. C'est la monogamie. Dans les Mais aires... parce que l'Europe a été christianisée. Vous regardez au sein de... Parce que là, c'est une question de religion abrahamique. Là, voilà, vous avez une famille de religions. Parce que les religions ne se limitent pas au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Ils avaient une famille, justement, religieuse qui est abrahamique et qui regroupe, justement, ces mouvements. Et où vous allez voir que la place de la femme, malgré certaines différences, etc., elle est définie. Et vous ne trouverez jamais, justement, dans aucun pays islamique, musulman, une reine, justement, qui gouverne, qui domine. Même chose chez Il y a eu la Kaina en Algérie. Akaïna était berbère. Elle n'était pas musulmane quand justement, elle a résisté contre les Arabes. Elle a résisté justement contre les Arabes. Et bon, après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé par la suite. Mais au départ, non. Il y avait une culture, justement, une tradition berbère qui n'avait rien à voir avec les religions abrahamiques. Vous trouverez donc, au sein de ces 3 religions, enfin les peuples, les nations justement qui ont mis ces religions en avant, aucune reine justement qui domine sur les autres, parce qu'il y a ce rapport de soumission. C'est ça, c'est la question. Abraham, depuis la femme doit être soumise à l'homme. Depuis même le récit théologique d'Adam et Ève, etc., qui est issu d'une côte d'Adam, tout ça, vous avez le péché originel, tout ça, etc., une place qui réduit, qui pour nous, en tant que Kamites, en tant que Kémites, où la femme, où nous, on est issus justement du matriarcat et la femme a une place centrale dans notre culture. Eh ben, nous, on voit justement, c'est là où justement Dans le judaïsme on a aussi, une contradiction par rapport. Dans le judaïsme aussi, la femme a une place centrale. Non, dans le judaïsme, même si la transmission, enfin, on va dire, l'héritage en tant que juif C'est ça la question. se fait par la femme, mais en tout cas, la femme n'a pas le pouvoir. C'est là. Attention. En fait, C'est là. c'est ce qu'il dit, parce que la question, elle est essentielle, c'est la femme. Oui, c'est la femme. C'est là-bas que se définit en fait toute la question, c'est là-bas, c'est l'identité. Parce que c'est elle qui transmet l'identité. Qui transmet. Pourquoi Pas qui polygamie? règne. Parce que... C'est pas elle qui règne. C'est pas elle qui Ah, mais domine. c'est quoi le plus important, régner ou transmettre l'identité? Après, c'est une autre question. Mais quand on voit la femme, dans toutes les cultures, tout le monde a conscience de ça. C'est par elle qu'on transmet l'identité. À savoir que une femme, c'est toujours de qui elle est tombée enceinte. Ça, c'est une culture mondialement conduite. Justement, ça devient un veut dire objet. quoi, en fait, Ça devient quelque chose de... Non. On utilise la C'est femme pas- qui se Ce que je transmet veux dire, comme c'est pas la considérer comme un objet, c'est un fait scientifique. Un homme n'accouche pas. Donc un homme ne crée pas de génération ni d'enfant. Donc, étant donné que la femme, c'est la clé de l'identité, c'est pour ça qu'elle est l'objet de tout ce qui est mal, les crispations, parce que c'est elle en fait qui va, chez les Congos, on veut la polygamie. Pourquoi? Parce qu'elle va faire plein de Congos. Pourquoi le judaïsme on veut que ça soit monogamique? Non.
polygamie est permis. Mais après, c'est certains rabbins ashkénazes qui, dans leur coin, refusent, mais d'autres qui sont dans le nord d'Afrique du Nord, ils disent non, c'est permis. C'est parce que culturellement, on regarde qu'est-ce qui est le plus propice au développement De la société. de la société. C'est pour ça. C'est ça que je veux dire. Oui, mais il y a une différence entre transmission et pouvoir. C'est ça, c'est pas la même Ouais. chose. Pasteur Marius. Je voulais réagir à cette question de la femme et terminer avec... parce qu'on revient sur l'assimilation. C'est le refus de l'assimilation du temps de Constantin au judaïsme qui fait qu'on a le christianisme d'aujourd'hui, parce qu'on sait, on a refusé cette assimilation, et c'est ce qui a fait la tradition romaine est entrée dans le christianisme. Et après, pendant le catholicisme dans tous les pays catholiques, qui fait qu'on a hérité de ce refus de s'assimiler. Et qui s'est manifesté comment, concrètement? Le fait que quand ils ont refusé de s'assimiler, c'est-à-dire qu'ils ont fait entrer des traditions romaines dans le christianisme. Exemple. Au départ, il n'y avait pas de tradition romaine. C'est-à-dire que tout ce qui est Noël, tout ce qui est la date, vous allez voir, la date de Pâques n'est pas la même que celle des Juifs. Mais avant, c'était la même date. Ils fêtaient la Pentecôte à la même date. Et c'était la monogamie, polygamie, parce que là on est sur... Ah oui, il y a la ça vient aussi des interprétations. Ça vient de Des l'interprétation. théologiens, là, quel est le rapport avec le monde afro? Attends, mais ça vient, la monogamie. Ouais. Lorsqu'on regarde dans la Bible, il y a toujours eu la polygamie. La monogamie vient d'un texte de Paul qui dit qu'il préfère que l'homme ait une seule femme. Et il s'adressait aux diacres, il s'adressait aux évêques, qu'ils aient une seule femme. C'est à partir de ce texte que les chrétiens ont choisi Bon, il y a des chrétiens qui sont polygames il y a dans certains pays. C'est à partir de ce texte qu'ils ont choisi la monogamie. Et on sait pourquoi? On sait pourquoi? Sait-on pourquoi? Oui, mais c'est comme Paul a donné son avis. Mais pourquoi a-t-il donné cet avis? Il disait que pour être un modèle dans la famille, il dit que le fait d'avoir une seule femme, de donner l'exemple, pour être un modèle pour l'Église, pour l'Assemblée. Donc c'est en rapport à Marie ou pas du tout? Non, ça n'a pas rapport avec Marie. Ok. Mais c'était juste pour être un modèle et d'avoir... en fait, on pourrait dire que c'est un choix. Mais la Bible ne condamne pas la polygamie. La Bible ne condamne pas la polygamie. Ok. Très intéressant. Je voulais revenir sur votre commentaire concernant la soumission de la femme. Il faut relativiser, comme on dit, derrière un chef d'État ou une autorité, il y a toujours une femme. Je pense que c'est une apparence, et beaucoup d'apparence, beaucoup d'illusions concernant cette histoire de soumission. Par exemple, dans le Maghreb, c'est souvent la femme qui décide. Et même aujourd'hui. Et donc, en réalité, c'est une Posture. Voilà, c'est une posture, mais dans les faits, je peux vous dire que c'est la femme qui contrôle. Donc voilà, donc il faut quand même... Cristallisé dans les textes. C'est là où je Non, voulais mais en venir. au-delà de ça, c'est bien écrit. tout ça, en fait, concernant je reviens sur la polygamie, et alors vous avez soulevé les différents pays. Effectivement, dans ces pays-là, c'est la culture qui prime. Maintenant, dans le contexte européen et surtout français, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut respecter la loi. Le principe, les valeurs musulmanes, c'est quand vous êtes dans un pays, d'abord, ce pays vous a reçu, donc il y a le respect des institutions de ce pays, le respect des règles et des lois de ce pays est fondamental. Parce qu'il y a une forme, je dirais pas trahison, mais une forme d'ingratitude, exactement. Au départ. Ensuite, vous êtes Donc en gros, c'est fondé. à Rome, fait comme les Romains. Exactement. Non, si. Donc il n'y a pas... Je prolonge. Oui. À Rome, fait comme les Romains, mais si on estime que les Romains font n'importe quoi. Eh bien, vous devez accepter quand même. Ok. Parce que c'est la loi dans laquelle vous êtes. S'il n'y a pas de si la polygamie est interdite, la question ne se pose plus. Voilà, vous êtes dans la monogamie parce que la loi l'oblige. Et ça, il n'y a pas à tergivérer là-dessus. Et c'est pour ça que
c'est complètement compatible. Tout à l'heure, vous parliez de la compatibilité entre les textes, ou bien les religions et la société européenne ou française. C'est complètement compatible. À partir où vous acceptez, quelles que soient les lois, parce que vous vivez dans ce pays, on a fermé le débat. Non, mais c'est Si ça, vous n'acceptez pas, vous devez quitter le pays. La question, c'est qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est les textes ou est-ce que c'est les lois nationales? Non, c'est les lois. C'est les lois. Pourquoi? Parce que vous créez comment on dit, la fitna, ça veut dire le désordre. Vous êtes un trouble de l'ordre public. Donc la loi, Et ça, c'est très grave parce que c'est la guerre civile. donc la loi républicaine est au-dessus de la loi d'Allah? Oui, mais non, c'est pas. En fait, faut pas tomber dans un. C'est trop facile ça. Pour quelqu'un qui est justement... Parce que la religion, pour moi, c'est l'autorité suprême. Le rapport avec le sacré, le rapport avec le divin, le rapport qu'on a avec Dieu, tout découle de là. La culture, la morale, les valeurs, etc. Et la politique. Et la politique. Donc, lorsque, justement, on est dans la religion, on se prétend être dans la religion, être religieux, normalement, il n'y a pas de loi au-dessus de celle de la religion. Non, mais je vous dis, c'est dans le pratique. Il y a pas- Maintenant, il y a une intimité. Il y a Non, mais des voilà. valeurs Donc on sort justement des textes religieux de la loi. Et c'est ce que je dis. Donc la loi républicaine, la loi du pays, prend le dessus sur la loi religieuse. Et donc il y a cette loi religieuse, elle est relative parce que ce qu'on te demande en premier, la base, il y a un petit verset qui est la base de ça. C'est la foi, vous avez la foi, la croyance, et vous faites le bien à votre famille, aux voisins et à la société. C'est le point barre. En gros, ce qui Après le reste, Attends, si je puis Qu'est-ce me que le bien? permettre, si je puis me Voilà, permettre, c'est Amini, tout. Amini, C'est ce qui- on vous pose pas trop de questions. Ce qu'il dit, et ça a été dit à travers ce qu'on appelle les lois noachiques, c'est que la loi de la République, ses fondements sont en cohérence avec les Exactement. fondements de la loi Exactement. religieuse musulmane, rabbinique ou chrétienne. C'est fait le bien, donner un ne fait pas exemple le mal. pratique. Mais chaque, Ouais, mais chaque- faut donner un chaque exemple religion, pratique. il ne faut pas oublier aussi que chaque religion invite ses fidèles à pratiquer ce qu'on appelle le discernement. C'est important. Voilà. À un moment donné, il ne faut pas être non plus dans la caricature. Chaque individu a ce qu'on appelle un libre arbitre et la capacité d'arbitrer entre les intérêts de la nation et ses intérêts personnels. Oui, exact. Tant qu'on n'impose pas aux musulmans de manger du porc, ils respecteront les lois de la République. Demain, si on leur interdit de se marier parce qu'ils sont musulmans, ils ne les respecteront pas. Donc à un moment donné, il y a aussi un discernement qu'il faut promouvoir et arrêter dans des positions caricaturales qui en fait n'entraînent rien de positif. Moi, je voulais revenir sur des solutions, parce que moi, je vais essayer d'être concret dans tout ce que je fais. Ah. Pourquoi vous ne mettrez pas en place des voyages entre les pays du Maghreb et les pays d'Afrique noire musulmans pour que ces populations se rencontrent et se voient dans leur pays d'origine et pour qu'on puisse lutter contre ce racisme qu'il y a, cette hostilité au travers des voyages. Moi, de ce que j'ai vu, parce que j'ai la chance de voyager régulièrement, quand on voit des Maghrébins qui vont au Mali, au Sénégal et qui travaillent dans des projets, il n'y a plus cette hostilité. Ils vont prier ensemble, ils vont manger ensemble, il n'y a plus d'hostilité. Moi, c'est ce que je vois. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, je dis que c'est une solution pratique. Et quand je vois des Maliens, des Sénégalais aller au Maroc ou aller en Algérie, prier avec d'autres Maliens, d'autres Sénégalais, d'autres Algériens, d'autres Marocains sur place, il n'y a pas d'hostilité. Et je trouve que malheureusement, il n'y a pas assez de voyages de la part du côté maghrébin dans les pays d'Afrique noire pour comprendre que fondamentalement, on est pareil. Que fondamentalement, on n'a pas de Il faut soucis. même développer ces voyages des jeunes Français. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aménie, il n'est pas d'accord, il va dire pourquoi, mais moi je pense que c'est une solution. Juste pour répondre à ce que tu dis pour le défendre aussi, Hassan. Tu sais, la notion de texte, c'est pas parce que quelqu'un se trouve devant une Bible ou un Coran qu'il maîtrise quoi que ce soit, même s'il le connaît par cœur. J'ai eu la chance d'être formé par des gens qui savent distinguer la connaissance, entre guillemets, l'intelligence et la sagesse. La sagesse, ça veut dire que je peux connaître tout le texte, mais je vais trouver la manière la plus adaptée de le rendre vivable pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que je contredis les textes. Ça ne veut pas dire que je me mets en retrait de quoi que ce soit. C'est-à-dire que je comprends qu'à un moment, il faut de la nuance, il faut un peu de fermeté, un peu d'ouverture, parce que tu vis avec ton contexte. C'est pour ça qu'il y a des leaders communautaires qu'on va appeler des sages, des rabbins, des géants de la génération qui vont avoir cette capacité-là. Mais les textes qu'on peut parler de la Bible ou quoi, si on prend le temps derrière, je te montre ce que moi je sais du décodage de ce qu'on appelle de la transmission orale sur l'écrit que les gens ont, tu vas avoir l'impression d'avoir devant toi un autre texte.
Parce que les gens ont le texte écrit. T'as dit quoi? Qui a raison, qui a tort. Mais C'est une question c'est même pas une d'interprétation. question. C'est même pas une question. C'est le temps et la preuve qui donnerait la réponse. Parce que le fait de chercher qui a tort, raison maintenant, c'est non. Non, mais c'est pas ça. Propose une solution. Est-ce que quelqu'un qui a une autre lecture des textes que toi, qui a une autre interprétation que toi, est-ce que forcément il va être en tort ou pas? Parce Moi, que je toi, suis tu même peux pas le faire là-bas. avec sagesse. Je lui dis, Mais quelqu'un- donne-moi la solution et on va voir ce qu'elle va donner dans quelques temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir avec une prédisposition et dire non, c'est faux. Non, tu as une idée, ok, explique-moi, c'est quoi les éléments? D'accord, ok, bon, je ne connaissais pas, on va voir. Mets ça en place, on va voir. Et en fait, c'est le temps qui permet de voir si ce qui a été dit, proposé, était vrai ou faux. Ça revient à ce que- Justement, dans la ça pratique, revient- dans la réalité historique, justement, Ouais. si ça a généré autant de guerres, autant de massacres, autant de choses, etc., c'est que la lecture ou l'interprétation qui a prédominé, qui a été appliquée, a été celle de ceux est qui d'accord. n'avaient pas On est d'accord. la même sagesse que toi. C'est pour ça qu'on est là, nous, et pour si prendre je le puis me permettre, relais si et je puis- trouver d'autres Oui, mais ça continue. Si je puis me À permettre, nous de nous lever. Amélie, il n'était pas d'accord avec ma Ah proposition oui, de voyage. j'étais pas d'accord. Non, c'est pas par rapport à ta proposition, c'est juste un constat. Ouais. C'est que si effectivement c'était le cas, hein, donc là on le voit par exemple avec la CAN. On l'a vu avec la dernière CAN. Hein, la réaction des Maghrébins vis-à-vis justement des populations noires. Ouais. Hein, voilà. De On- quelques on l'a vu. Maghrébins. Non, enfin, attends, faut être objectif. C'est pas tous les Maghrébins Non, qui ont non, non, craché. effectivement. Bon, Il a du mal avec la certains nuance. Il Maghrébins- va les mettre dans le même sac. Non, attends. Les Maghrébins, ils sont unanimes. Attends. Et c'est Ouais. très, très Ouais. dangereux. Ouais. Je me corrige, je me corrige. C'est bien. Ouais. Au moins, l'émission, elle De servira à ça. certains Maghrébins. Voilà. D'accord. Ouais. De certains Maghrébins. Ouais. Même chose, on a vu ce qui s'est Attends, passé. précise ta pensée, s'il te plaît, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Qui tiennent justement des propos racistes, notamment sur les conditions du pays. Bon, là, Voilà, sur les en infrastructures. l'occurrence, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. La dernière fois, c'était justement au Maghreb où les populations noires, les équipes noires, le staff, etc., avaient été extrêmement mal reçus, Ouais. mal logés, etc. Bon, enfin, c'était inconcevable. D'accord. Il y avait des propos racistes qui étaient tenus. Alors, je un peux te peu poser une partout, question Je peux te jusqu'à poser une dans question les gradins. Est-ce que tu n'as jamais entendu d'autres Africains tenir les mêmes propos quand ils se rendent dans tel ou tel pays d'Afrique? En Afrique, Ouais. oui, mais pas qui essentialise sur la race. Pas qui se base sur la race. Non, ce que je dis, moi, c'est que ces reproches-là portés, et souvent on a du mal à faire le distinguo. Le jugement que l'on porte souvent sur nos groupes dits ethniques ou nationaux, essentiellement porte sur les infrastructures. C'est « Ah, j'arrive dans tel pays, l'aéroport laisse à désirer, les routes… » On a le droit de critiquer. Mais Mais c'est- lorsque c'est l'on ça dont vient je- justement à dire « Ah, c'est parce qu'ils sont noirs », Non, ah, regardez après, voilà. les Noirs, Là, oui. le saut, effectivement… Oui, mais non, mais c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Et Mais donc- un mais autre donc, il a exemple- répondu- un autre non, mais attends, exemple- il a un autre répondu- exemple par rapport à ce que tu Amélie, disais. il a répondu à ton objection. Il a dit le vivre ensemble. C'est-à-dire que quand tu brises la distance de la mémoire, Mais justement, tu brises la distance de l'identification racialiste et que tu rentres dans le concret, on prie ensemble, on mange ensemble, finalement comme Malcolm X l'a fait aux États-Unis. Il pensait que le blanc aux yeux bleus était le diable. Il a été à la Mecque, il a mangé avec des blancs, il a mangé avec des arabes, il a mangé avec tout le monde. Il a compris que la différence ne se situait pas au niveau de la couleur de peau. Tout ça, c'était quelque chose de diabolique. On a des gens, on a des populations, comme en Côte d'Ivoire d'ailleurs, etc., où il y a, par exemple, une communauté libanaise qui est là depuis longtemps, hein, notamment dans beaucoup de pays arabes, pays africains, Ouais. et ils ne se mélangent pas. Et on a cet exemple qui, justement, on peut le citer un peu partout, justement, dans ces pays, où ces gens restent, ou certains parmi ces gens-là, puisque je me suis corrigé, Ouais, mais là, tu- restent Non, justement... mais tu n'es pas dans sa solution, Recul. parce qu'il a dit qu'on… Non, mais justement, justement, c'est là où je dis que même si on voyage, même s'il y a cet échange-là, parfois cet échange-là ne se fait pas, comment dire, à cœur ouvert, de manière fraternelle, ou Donc etc. tu penses, où en ils gros, vont concrètement, venir- pour terminer, parce que c'est tellement riche, concrètement, tu penses que si on met 5 Libanais dans une même maison, avec 5 Maliens, 5 Sénégalais ou 5 Ivoiriens, tu les enfermes pendant un mois, ils vont pas se mélanger. Ben, vous verrez que... Non, je te justement- demande, toi, de ton Non, point de vue. il y aura des groupes, et on le voit. Ok. On le voit. Ok. Je pense qu'il y a On le voit même parmi les migrants qui arrivent ici en France, hein, où justement, c'est Ok. des gens qui ont fait la traversée Non, mais- ensemble, ils vont se mettre dans un coin
ils vont se diviser entre groupes Mais je pense qu'il ethniques. y a un entre gros malentendu parce que je pense que j'ai pas été compris. Moi, ce que je prône, c'est des voyages à égal. Ah oui. C'est-à-dire que vous prenez 10 Algériens, vous allez au Mali pendant 15 jours, vous discutez, vous mangez, vous vivez. Ces 10 Algériens, ils vont revenir changer. Parce que la vision qu'ils ont du Mali, c'est la vision qu'ils ont du Malien à Montreuil ou à Bagnolet, ce qui ne représente pas la culture malienne, ce qui ne représente pas l'histoire du peuple malien. Donc, cette hostilité qu'il peut avoir au préalable, il ne l'aura plus quand il aura rencontré les gens, parce qu'il va se rendre compte de ce qu'ils sont en termes de grandeur, en termes de force. Mais le problème, c'est que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de ce genre de voyage. La Cannes, c'est pas un voyage. La Cannes, c'est du patriotisme exacerbé pendant 3 semaines. C'est pas un voyage, la Cannes. C'est pas ça un voyage. Un voyage, c'est tu te mets en humilité chez l'autre. Tu vas chez l'habitant, tu comprends ce qu'il vit, tu comprends ce qu'il expérimente. Tu fais preuve d'une ouverture totale. Ça, c'est un voyage. Mais ne parlez pas de la Cannes. C'est du folklore. Élevons le niveau. Et alors là, Marius, Pour finir, Marius, par rapport à la- en 2 phrases. En 2 phrases. Par rapport à la question sur la loi et la loi du pays Voilà. et la loi religieuse, dans le christianisme, Paul dit de se soumettre à la loi du pays et il dit surtout de prier pour les autorités parce que c'est Dieu qui les a établis. Alors, qui veut dire que on peut être dans un pays que la loi religieuse est en contradiction avec la loi du pays, mais c'est à ceux qui ont la foi de prier afin qu'il n'y ait pas des lois du pays qui seront en contradiction avec D'accord, nous. donc ça revient à ça. Ah, je ne pouvais pas achever cette émission sans une cerise sur le gâteau, tellement vraiment c'était savoureux. Et en l'occurrence, cette cerise, c'est la présentation des œuvres du pasteur Marius qui, en plus d'être un homme qui a la tête bien faite, est également une plume qui met sa tête au service de la transmission écrite. Il nous a amené ces 2 ouvrages que je lui laisse le soin de présenter en 2 phrases. Alors, nous avons le premier ouvrage, c'est Jésus, Marie, Joseph, qui remonte à 40 ans avant la naissance du Christ, la naissance de Marie, le père de Marie, et jusqu'à la présentation au temple. Et puis le deuxième, c'est tous les éphémérides du premier mois religieux, du mois d'Aviv, et on retrouve plein d'exemples, plein d'événements qui s'est passé à la même date. Voilà. Et pour ajouter, le prochain livre qui sortira bientôt, ce sera un calendrier sur les 12 mois. Merci beaucoup. Comme vous le savez, une maison sans livre, comme dit Maître Mbeko, c'est... Un crime contre l'humanité. Voilà, ne soyez pas des criminels chez vous, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents, à travers les ouvrages du pasteur Marius, à travers le Coran, à travers la Torah, à travers les médiunétaires de la loi de la maths, à travers tout ce que vous pouvez trouver. C'est aussi ça les funérailles des tabous, la promotion de l'excellence par la connaissance écrite et par la transmission. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est notre carburant, ne l'oubliez pas. Je vous dis à très bientôt. Chers abonnés, chers frères, chères sœurs, au nom de toute l'équipe des Funérailles des Tabous, je tiens à vous remercier le plus chaleureusement du monde. Vous avez su répondre présent, et de quelle manière, à notre appel à participation, qui n'était rien d'autre en définitive qu'un appel à contribuer à ce devoir collectif qu'incarne cette émission, qu'incarne cette belle aventure, qu'incarne cette renaissance par l'excellence, mise en pratique au détour des tabous que l'on doit mettre sur la table, que l'on doit percer pour mieux avancer, pour mieux renaître dans l'excellence. Aujourd'hui, nous avons pris conscience qu'il en va de notre liberté, il en va de la stabilité que vous nous apportiez votre contribution. Que ce soit de façon ponctuelle ou de façon mensuelle, elle est et elle restera la bienvenue. En sachant que le meilleur reste à venir. Vous n'imaginez pas tout ce que nous concevons pour répondre à cette exigence collective. Voilà pourquoi, tout en vous remerciant, je vous encourage à rester connectés, à rester concentrés et à garder à l'esprit que tout seul, on a beau aller vite, mais c'est ensemble que l'on va loin. Et c'est par-dessus tout ensemble, autour d'une table et en se serrant les coudes, que l'on va loin et haut, là où nous attend notre épanouissement collectif. À très bientôt.